ce film, c'est notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Fleur de l'Empole traverse la Méditerranée. Cela fait 3 jours qu'on a quitté les îles Lipari. Nous sommes sur la route du retour. À bord, c'est un matin comme les autres. Bonjour. On se réveille un peu vaseux à cause des quarts de nuit et de la houle. Les adultes ont pris leur café. Devinez de quoi ils parlent? De nous, bien sûr, quand on n'est pas là pour les entendre. Et puis aussi du tour du monde qui s'achève. Et de tous ces souvenirs qui remontent de plus en plus fort à mesure que la fleur se rapproche de la France. Il y a 3 ans, le premier équipage quittait l'île Dieu. Plein d'incertitudes sur cette grande aventure qui commençait. C'est long le tour du monde. Depuis, la fleur a parcouru environ 30 000 milles marins, 55 000 kilomètres tout autour du globe. Nous savons que ce sont nos derniers jours de mer. Alors, on essaye de profiter à fond de chaque instant. Il est énorme le thon. Il est énorme, c'est quoi? C'est un thon jaune ou un thon rouge? C'est un thon blanc. Ah. À votre avis, c'est quoi le point commun entre tous les endroits où on est allé? L'accueil, l'hospitalité. Ouais. Les danses. Non mais c'est vrai, n'empêche qu'à chaque fois qu'on allait dans chaque pays, il y avait des danses en Nouvelle-Calédonie, Atana, Bali, oui, ouais. En Inde, Puis les Indiens Kalinia en Amazonie, on sentait vraiment que leur danse était très réservée et on sentait aussi que c'était un peuple qui avait été mené au bord de l'extinction tellement leur danse était discrète. Et à Bali aussi, la danse c'était vraiment l'emblème de leur culture. Et même si les gestes et la danse étaient très sophistiqués, ils nous ont emmenés dans leur groupe de danse et ils nous ont appris leur danse. Ouais. Comment ça s'était passé à l'île de Pâques. On avait vu des danses faites pour les touristes, c'était en fait des danses polynésiennes, qui n'étaient pas des danses typiques de l'île de Pâques. Et puis on avait eu la chance de voir un autre jour dans une grotte, dans les rochers, des jeunes qui faisaient une danse là vraiment traditionnelle et qui essayaient de la retrouver. Et c'était une danse typique de l'île de Pâques. Au Vanuatu, j'ai senti que la fleur était comme aux limites du monde. Elle nous avait fait faire un saut dans le temps. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il n'y a pas un pays dans le tour du monde où on n'a pas vraiment été bien inséré. Ouais, mais pourquoi? Je pense que les gens qu'on a rencontrés, ça leur faisait chaud au cœur qu'on s'intéresse autant à eux. Je sens qu'ils ont dû sentir comme on n'était pas là pour tricher, mais vraiment là pour apprendre leur culture, pour devenir des vrais amis. Ce serait vraiment dommage que toutes les cultures qu'on a rencontrées, tous les différents arts, les danses, les couleurs, les odeurs, toutes les cultures différentes qui font la diversité de notre planète disparaissent sous le rouleau de compresseur de notre société, qui finalement écrase tout sans se poser de questions et j'ai un peu peur que tout qui disparaisse, tout soit uniformisé. Et aujourd'hui, c'est à travers l'argent, l'économie mondiale, qu'on peut avoir peur effectivement que toute cette diversité disparaisse. Et en même temps,
Je trouve qu'il y a des lueurs d'espoir parce qu'un petit peu partout, on a rencontré des peuples qui aujourd'hui luttent pour retrouver leur culture et pour la défendre. Pour dire qu'elle vaut autant que la nôtre et pour pas se laisser... Et même des jeunes qui se battent pour leur culture. Moi, ça m'a frappé et d'une certaine manière, c'est une lueur d'espoir quoi, pour l'avenir de notre monde et sa richesse. Mais attends, t'as pas compris ça? Mais qu'est-ce que... Mais oui, mais non, mais j'ai pas compris. Après, je t'explique. Sur ce truc-là, tu mets des nombres, c'est pareil. Ça. Et après, mais pourquoi tu laisses rien? Ça fait ça. Arrête de parler. Oh les gonzesses. Oui, mais... De toute façon, moi je vous le dis, ça fait 45. 7, Multiplié par 3, 72, 45, je suis sur 75, 76, ce qui nous donne 86, 99. Non, mais je comprends rien. Mais moi en plus, je comprends plus rien. Moi, Mais alors, qu'est-ce que tu fous là, toi? Ça, avant de partir sur la fleur, j'étais très timide et j'osais jamais rien dire. Mais en venant ici, avec le climat de confiance qui s'est créé, une ambiance saine, j'ai appris à parler avec les autres, à me confier et en même temps, dans le sens inverse, à les écouter et à essayer de régler les problèmes, tout ça, donc parler ensemble. Vivre à 15 sur un bateau, c'est pas toujours facile, surtout quand t'es belge au milieu de 14 français, parce qu'ils arrêtent pas de te sortir des blagues sur les belges, alors quand ça fait la 5e en 1 heure, et ben t'en as un peu jusque là. Mais bon, à la fin tu t'habitues. Moi j'ai toujours envie de bouger, de crier, de sauter, de hurler et pendant les siestes tu peux pas parce qu'on a un prof qui est grincheux, on a un skipper qui aime pas le bruit, on a des marins qui adorent faire la sieste et une ethnologue qui aime écrire en silence. Alors moi je me fais un peu jeter par tout le monde pendant les siestes, alors je vais jouer avec le chien et tout et jusqu'à ce que Philippe il monte sur le pont, il me regarde comme ça, ça va pas. Alors là je reste tout gentil jusqu'à la prochaine sieste. 8 jours ont passé. Nous approchons du détroit de Gibraltar. La fleur va retrouver les eaux de l'Atlantique. C'est un grand moment pour nous qui avons embarqué à Nouméa pour la deuxième moitié du tour du monde. On est en train de traverser le détroit de Gibraltar. À ma droite, l'Europe et à ma gauche, l'Afrique. On passe entre les deux en route pour l'Atlantique. Ça veut dire que bientôt on aura vu tous les océans du globe. On aura vu l'océan Pacifique, l'océan Indien, et une fois qu'on sera sorti du détroit, l'océan Atlantique. Ça fait beaucoup d'eau. Ça va faire longtemps de se quitter comme ça. On peut parler de trucs comme film et tout. Ouais, ça va me manquer, moi, attends. Moi aussi. Moi, j'ai l'impression même que je vous connais mieux que mes frères et sœurs. Alors. Ouais, moi aussi. Bah, plus moi, ça va manquer le fait que je vais pas pouvoir parler tranquillement aux gens. Franchement, avec les gens. Ouais. Puis même moi, ça m'a fait du bien aussi de vous rencontrer. Hein. Parce que, tu sais, je me sentais pas toujours hyper bien chez moi, un peu mal dans ma peau, à cause de la mort de mon père il y avait 1 an et demi. Et puis, à chaque fois que je voulais en parler avec mes amis, ils changeaient de sujet pour que j'oublie sûrement. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avec vous, j'en ai pas mal parlé et que souvent c'est ça qui m'a fait comprendre que la vie continue et que la vie est belle, quoi, tu vois. Et maintenant, tu te sens plus proche de ton père ou tu manques? Bah si, il me manque toujours, mais tu vois, je me sens plus proche de lui quand je suis dans la nature. Ouais. Pas pourquoi. En tout cas, tout ça, c'est grâce à vous. Merci. De rien. Ma mère me disait toujours que la liberté est la plus belle chose que l'on puisse offrir. Et je crois qu'elle avait vraiment raison. Mes parents m'ont donné une liberté maximum. Quand j'ai embarqué, je n'avais que 12 ans, je n'étais pas bien grande. Mais je crois qu'en me laissant partir ainsi, ils m'ont fait le plus grand cadeau de ma vie. Je ne les remercierai jamais assez de m'avoir offert toute cette liberté. Pendant notre tour du monde, on a découvert beaucoup de choses dans le domaine de la nature et il y en a qu'on a aimé, il y en a qu'on n'a pas aimé, on voudrait vous les raconter. Alors on a aimé les baleines, parce qu'elles sont peut-être grosses, mais elles sont extrêmement gracieuses. Comme moi. Comme elle a sauté!
aussi les dauphins, parce qu'ils sont libres, ils n'ont pas de frontières, et il y a des moments où on aimerait beaucoup être comme eux. Enfin, moi j'aimerais être comme eux, libre et tout. Se battre dans l'eau, jouer avec nos amis. On aime bien aussi les tortues luttes parce qu'elles sont grosses, elles viennent sur la plage, comme ça elles viennent pondre, mais il faut savoir que c'est aussi des espèces qui ont failli disparaître à cause des hommes. On a aimé le corail quand il était vivant parce que ça grouille de vie et ça a toutes les couleurs de la mer. Il y a des milliers d'organismes différents pour un fabuleux jardin sous-marin. On n'a pas aimé le corail quand il était mort, et il faut qu'on vous dise qu'on a plongé presque partout autour de la planète, et que presque à chaque fois il était mort à cause du réchauffement des eaux. On a aimé les atolls des Maldives, c'est sans doute les plus belles îles qu'on a croisées pendant le tour du monde. Tout est beau là-bas, la mer, la végétation, et puis les gens sont très accueillants. On n'a pas aimé la montée des océans qui est due au réchauffement climatique sur l'ensemble de la planète, parce que ça va sûrement faire disparaître les Maldives dans le prochain siècle. On a aimé les volcans. Ça nous rappelle la puissance de notre planète Terre. On a aimé les forêts tropicales pour leur grandeur, pour leur beauté, pour leur biodiversité. Et on trouve génial de s'y balader, même quand il pleut. Ça me fait mal au bras, je me mets tout partout, c'est pas possible. On n'a pas aimé la désertification que l'on a pu observer dans le Sahara, parce que le désert est devenu tellement aride que les hommes ne peuvent plus y vivre. Jean-Baptiste, ils en pensent quoi les scientifiques? Est-ce que la planète est vraiment menacée? La planète elle-même, elle n'est pas vraiment menacée. Hein. Il y a des espèces animales, des plantes qui vont disparaître, ça c'est sûr, ou qui ont déjà disparu. Mais dans 10 000 ans, il y aura toujours des forêts, il y aura toujours des animaux. Bon. C'est pas si grave alors. Pour les humains, c'est un peu différent. Hein. On a vu que les scientifiques sont bien d'accord. Il va y avoir des changements climatiques importants. Le niveau de la mer va monter. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui font que la vie des gens va être bouleversée un peu partout. C'est bientôt la fin du monde alors. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un certain monde tel qu'on l'a connu, mais il va y avoir des gros changements. Et ces gros changements, ça va provoquer des catastrophes pour un certain nombre de gens, très nombreux, des centaines de millions de personnes, et surtout dans les pays pauvres, hein, dans les pays où les gens n'ont pas les moyens de trouver des solutions, de remédier à des changements dramatiques dans leur mode de vie. Ça s'y prend un tout petit peu trop tard quand même. Oui, on s'y prend trop tard. Et surtout, ce qui est dramatique, c'est que, alors qu'on sait qu'on est déjà en retard pour prendre des mesures vraiment très très fortes, il y a beaucoup de pays qui traînent les pieds. Qui s'alertent pas. Ou qui savent qu'il faudrait faire quelque chose, qui ne font rien. Je pense aux États-Unis, mais il y en a plein d'autres. Fleur de l'Empole fait escale au nord-ouest de l'Espagne. Là, nous arrivons à la Corogne. On va y rester quelques jours pour repeindre le bateau et le rendre tout beau pour l'arrivée. C'est la dernière escale de la Fleur. À bord, nous vivons les pinceaux à la main. On ne parle plus que d'une seule chose. Dans quelques jours, on devra se séparer. La Fleur, pour moi, c'est un peu comme une pause dans ma vie, puisque on laisse un peu tout ce qu'on fait chez nous d'habitude, on laisse tout tomber. Donc ça permet de prendre du recul, de faire différentes choses, de changer, de faire plein de nouvelles choses. Avant tout, je dirais que c'est notre école. Moi, je dirais ça. Notre école, et puis l'école, faut nettoyer. Hein. Et après, je dirais que c'est notre famille. Moi, je dirais que c'est notre famille, parce que on se sent tellement proche des adultes, et entre nous aussi. N'est-ce pas, frérot? Oh oui. On est toujours en train d'apprendre, mais sans s'en rendre compte. Et vu qu'à l'école, l'école c'est pas trop mon truc, quoi. J'ai eu un passé scolaire assez mouvementé. Sur la Fleur, c'est un peu mon nouvelle école et on peut pas me virer. Par exemple, si je fais des cochonneries comme ça, je risque pas de me faire sortir de la classe, quoi. Par contre, il faut assumer après, il faut nettoyer, il faut prendre plus de responsabilités aussi.
Ce bateau est un peu comme ma grande sœur. J'y trouve réunies toutes les choses que j'aime. C'est comme une maman pour moi, c'est ma deuxième maman. Elle s'est occupée de moi pendant 1 an et demi et moi je me suis occupé d'elle un peu avec les autres. Mais pour moi c'est comme une deuxième maman. Ouais. Tu trouves le point du milieu et puis tu prends la chaise qui est ici. Et voilà, la chaise qui est là. Allez, c'est parti. Ben voilà, ça y est, on quitte la Corogne, c'était notre dernière escale et dans quelques jours on sera à l'île Dieu. Le voyage est terminé. J'ai prouvé aux gens que même un cancre comme moi, même mes profs par exemple qui croyaient pas en moi depuis que j'étais à l'école, j'ai quand même réussi à faire la moitié du tour du monde et à me rendre compte de tous les problèmes qu'il y avait sur la Terre. Et que peut-être maintenant je vais essayer de faire en sorte que ça puisse changer. Avant de partir, je pensais que nous les Occidentaux, on n'avait pas grand-chose à apprendre des autres peuples. Après avoir vécu dans des dizaines de familles dont je partageais ni la langue ni la religion, des familles qui m'ont accueilli à bras ouverts, maintenant je suis certaine qu'ils m'ont appris beaucoup de choses. Et puis je pense que d'abord ils m'ont appris qu'eux ils n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt que nous on est plus intéressés par la technologie, etc. Et pour eux c'est d'abord l'accueil, c'est le respect de l'environnement et tout ça qui sont les choses les plus importantes pour eux. C'est vrai que moi je suis quelqu'un de très sensible à l'art et j'ai trouvé que partout où on était allé, l'art c'était très important. Et c'était un moyen de communication vraiment très fort. Comme en Australie chez les Tiwi, ils voyaient qu'on s'intéressait vraiment à l'art, à leur culture. Et le courant passait vraiment 10 fois mieux et c'était vraiment exceptionnel, quoi. Qu'est-ce qu'on voit? Sur le ciel. La terre, c'è la terra sull'orizzonte. On voit la terre. Ça fait mal au ventre. Moi je pensais pas que j'allais pleurer juste pour voir un bout de phare et là c'est bizarre quoi. J'ai vu le faire là et maintenant je me dis qu'on arrive bientôt. Non, moi j'arrive pas à réaliser. Juste après mon cœur qui est dans 2 heures et on sera arrivé à l'île Dieu. Non, moi j'arrive pas à réaliser, c'est pas possible, on a fait le tour du monde. Là, il y a un bout de temps réalisé que j'étais enfin sur la fleur et maintenant c'est fini. Demain, on va toucher terre. Et bien que je sois heureux de retrouver mes frères et ma famille, je suis inquiet parce que quand j'étais parti, maman et papa se sont séparés. On ne sera jamais plus une grande famille comme avant. Je ne sais pas comment les choses vont tourner. Je n'ai jamais vécu ça, cette expérience. Tout va être différent. Je ne suis pas sûr d'y arriver à m'y faire. Et je vais tomber en plein dedans sans réellement savoir ce qui s'est passé. Et ça me fait vraiment peur. Heureusement, pour notre dernier soir en mer, les dauphins viennent nous remonter le moral. Merci les dauphins. Fleur de l'Empole va retrouver l'île Dieu, son port d'attache, une petite île au large des côtes vendéennes, après en avoir visité tant et tant d'autres tout autour de la planète. Le lendemain matin, le premier équipage, celui qui a mené la fleur de l'île Dieu jusqu'à Tahiti, rejoint le bateau. Pour la plupart, on ne se connaît pas. On a partagé les mêmes rêves, on a vécu quelque chose d'aussi fort. Sauf qu'eux, ils ont déjà du recul par rapport à cette expérience. C'est drôlement émouvant de les rencontrer. Tu trouves qu'elle a changé la fleur? Ouais. Ça fait bizarre ça. Le reste de la journée et la nuit suivante, on les passe à discuter. Il n'y a pas des gens dans l'expédition qui vous ont marqué? Si, il y en a eu plein. Moi à Bali, j'ai rencontré Gadet, un jeune de 15 ans, qui habitait dans une petite maison au milieu des rizières. Hello, my name is Joe. Et il m'a fait partager un peu sa vie dans les rizières. Et ses parents, c'était une famille de paysans de la plus basse caste.
Une caste, c'est des différentes catégories sociales dans la religion hindouiste, et vu qu'ils sont tous hindouistes à Bali. Il m'apprenait les prières balinaises et tout. Et il avait une richesse intérieure vraiment exceptionnelle. Et c'était un jeune qui était bien dans sa peau, épanoui, et c'était cool, quoi. Moi, avec Sophia en Nouvelle-Calédonie, on a rencontré une fille qui s'appelait Rachel. Elle était kanak? Oui, c'est ça. Et elle habitait à l'île des Pins. Et donc elle faisait partie du clan de la mer. Donc ça veut dire qu'avec sa famille, il tirait les ressources principalement de la mer. Et son papa, il lui apprenait les danses traditionnelles, etc. Et elle avait l'air vraiment heureuse parce qu'elle vivait vraiment en coordination avec son environnement, avec sa tradition et tout ça. Et c'était bien préservé. Les enfants qui mangent beaucoup de patates sont bien portants. Et puis ils sont très Moi aussi, j'ai connu un jeune pêcheur en Mauritanie. Et il s'appelle Dédé et ses parents, c'était des anciens esclaves dans ce pays. Et puis en fait, j'ai un petit peu peur pour lui parce que il n'a pas d'école et tout, alors il sait pas lire, il sait pas compter, il sait pas écrire. Et puis en fait, il va en pêche tous les matins. Et il y a de moins en moins de poissons en Mauritanie, alors je sais pas comment ça peut être, par exemple dans 30 ans ou dans 40 ans, quoi. Je me demande qu'est-ce qu'il va devenir Dédé, quoi. Moi aussi, il y a une fille qui m'a marquée, c'est Susmita en Inde, dans les backwaters. En fait, elle aussi, elle fait partie d'une famille paysanne pauvre, de la plus basse caste. Susmita, elle a 18 ans et elle fait des études de laborantine. Et plus tard, elle aimerait, par exemple, trouver des solutions pour éviter certaines maladies comme la malaria ou d'autres sortes de maladies. Je pense que c'est justement grâce à des jeunes comme ça que l'Inde arrivera à s'en sortir parce qu'il y a beaucoup de problèmes de surpopulation. Moi, il y a quelqu'un qui m'a vachement surpris, c'est Ernesto, qui habite à Cuba, parce que je me souviens à quel point il me parlait de son pays, il me disait ouais, je vais donner ma vie pour mon pays, je vais tout faire pour mon pays. Et puis il était aussi dans les jeunesses communistes, il était président, et il se donnait à fond là-dedans, et c'est un peu triste parce que les jeunes, ils ont rien le droit à dire là-dedans. Enfin, ils sont déjà rentrés, ils rentrent déjà dans un moule et ils doivent appliquer. Et puis moi je me souviens aussi que dès qu'on me parlait des pays de l'extérieur, de toute façon ils disaient mon système c'est le meilleur. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Je me rappelle quand j'étais à l'île de Pâques, je crois que c'est là que j'ai rencontré la fille qui m'a le plus frappée de toute l'expédition. Elle s'appelle Margaret et elle a 15 ans. Et c'est l'une des rares personnes là-bas qui descendent des Maoris, les premiers habitants de l'île. Elle est vraiment passionnée par sa culture. Par exemple, elle est déterminée à pouvoir déchiffrer un jour les rongo-rongo. C'était le langage écrit de ses ancêtres. Elle veut vraiment pouvoir le lire un jour. Et je crois qu'elle y arrivera parce qu'elle est tellement déterminée. Tu vois, moi je me dis que c'est un peu compliqué maintenant parce qu'on a vu c'est vrai qu'on a vu quand même pas mal de misère, pas mal de pauvreté, et à côté de ça, tu dois quand même vivre. Je veux dire, t'as la chance d'avoir un appartement, t'as la chance de vivre dans un pays plutôt riche, eh ben tu dois quand même vivre, mais faut surtout pas oublier moi j'essaie de me dire qu'il faut pas que j'oublie qu'est-ce que j'ai vu, et d'avancer après par rapport à ça, parce que c'est vachement important. Oui. Moi, mon projet, en fait, c'est de partir dans les pays en guerre en faisant du théâtre. Comme ça, je pourrais aider les enfants qui sont sur place et qui vivent les traumatismes de la guerre et à la fois faire ce que j'aime, le théâtre, quoi. Voilà. Moi, c'est justement en voyant des enfants comme ça qui subissaient des conflits, la pauvreté, des abus sexuels, que je me suis dit que j'avais envie de faire quelque chose pour eux. Et moi, quelque part, la fleur, elle m'a rapprochée de mes racines, de mes origines, c'est-à-dire l'Inde. Et je me suis dit, pourquoi pas aller en Inde, découvrir mon pays, mes origines, et puis faire quelque chose pour les enfants là-bas. Donc j'ai décidé que l'année prochaine, je partirai pour plusieurs mois en Inde et que je me lancerai dans du travail humanitaire. Le lendemain, le 30 juin, Fleur de l'Empole termine son tour du monde, accueillie par des centaines et des centaines d'amis. Vous décrire ce qu'on ressent est impossible. La boucle est bouclée, on a réussi. On a des amis partout, tout autour du monde.
Nous nous sentons solidaires de tous ces enfants, de tous ces peuples rencontrés. J'ai pris conscience que nous sommes embarqués sur un même navire, la Terre, et c'est nous qui sommes à la barre, responsables de son devenir. Moi j'ai commencé, et toi tu l'as fini? Eh oui, fini en beauté. En beauté. Bah, on a commencé bien aussi. Hein. Ah bah oui, oui, oui. Pipineda,